Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous du décryptage sur SICA. C'est bien évidemment votre émission Angle de vue. Au sommaire de cette nouvelle émission. L'investiture du nouveau président béninois, Patrice Athanase Guillaume Talon, investi le 6 avril comme président de la République du Bénin. Il succède ainsi au président Thomas Boni Yayi, qui a passé 10 ans à la tête du Bénin devant les Béninois à Porto Novo dans la capitale. Le nouveau président a promis mettre son mandat sous le signe de la restauration de l'autorité de l'État et de l'excellence dans une simplicité et l'humilité. Au-delà des mots et des intentions, quels devront être les grands défis et les priorités auxquels le nouveau président béninois doit s'attaquer en urgence? Nous ferons le décryptage dans un instant avec les invités sur ce plateau. Et puis, les Djiboutiens sont appelés aux urnes le vendredi prochain. Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, est candidat à sa réélection, malgré sa promesse à 2 reprises, c'était en 2011 et en 2014, de ne plus se représenter dans un pays où l'opposition dénonce le non-respect des droits humains et la violation des droits de la presse. La semaine dernière, par exemple, un journaliste de la chaîne BBC a même été expulsé du pays où l'opposition n'a cessé de dénoncer le mutisme coupable de la communauté internationale. C'est une préoccupation qui sera également abordée et discutée avec nos invités dans cette émission. Ce sera dans un instant, juste après le flash d'information auquel je vous invite. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, est promis à une réélection lors de la présidentielle de vendredi, boycottée par une partie de l'opposition. Quelques 187 000 électeurs sur une population de 875 000 habitants sont appelés à se déplacer dans un des 455 bureaux de vote. Les résultats devraient être annoncés le soir même. Faute de preuves suffisantes, les juges de la Cour pénale internationale ont décidé mardi d'abandonner les poursuites contre le vice-président kenyan William Ruto, un revers de taille pour la procureure après des procédures marquées par des subornations présumées de témoins. Cette décision laisse néanmoins la porte ouverte à de nouvelles poursuites à l'avenir, que ce soit devant la CPI ou une juridiction nationale, a précisé la Cour. L'opposant historique ougandais Kizza Besigye, qui conteste la réélection controversée du président Yoweri Museveni en février, a été interpellé mardi lors de sa première apparition publique depuis la levée vendredi de son assignation à résidence, a-t-on appris de sources policières. L'opposant a indiqué qu'il tentait de se rendre à une prière organisée au siège de son parti. Nous lançons à présent le débat avec nos invités pour le décryptage de ce jour. Je reçois Maître Alain Orunla, il est avocat inscrit au barreau de Cotonou au Bénin. Maître Alain Orunla, bonjour et bienvenue sur le plateau de SICA. Bonjour Joël. Je reçois également sur ce plateau un journaliste, Médéric François Gongo. Il est le fondé du quotidien Actu Express qui paraît à Cotonou au Bénin. Médéric François Gongo, bonjour, merci d'être présent sur le plateau de SICA. C'est moi Joël, bonjour et bonjour maître. Bonjour. Madame, monsieur, ce sont là les deux invités pour cette émission que je lance après cette virgule. Notre premier débat de ce jour porte sur le Bénin où le nouveau président Patrice Athanase Guillaume Talon a été investi ce mercredi à Porto Novo, dans la capitale du Bénin. Il succède ainsi au président sortant Thomas Boni Yayi, qui a fait 10 ans à la tête du pays. Avant de nous intéresser aux grands défis qui attendent le nouveau président, je voudrais vous demander, chers invités, je m'adresse d'abord à vous, Maître Alain Orunla. Dites-moi, quel bilan sommaire peut-on faire aujourd'hui des 10 ans du président Boni Yayi à la tête du Bénin? Un bilan très mitigé, qui a été sanctionné malheureusement de la manière la plus cruelle par les électeurs béninois. Vous pensez la manière, il a fini ses 2 mandats constitutionnels. Bien sûr, tout à fait. On finit, on peut il n'y a pas eu de sanction. On peut être félicité même quand on sort. Et moi, je crois qu'il s'est agi de raz-de-marée contre le bilan du président Yayi Boni, raz-de-marée qui a empêché le peuple béninois d'avoir le discernement nécessaire pour procéder à un choix non passionné. Et c'est un bilan qui ne pouvait qu'être négatif parce que j'ai le privilège de faire partie de ceux qui, dès 2006, ont compris que les méthodes et l'attelage qui ont porté le président Yayi Boni ne pouvaient pas donner de résultats probants. Il a fallu 10 ans
au peuple béninois pour s'en apercevoir, et il s'en aperçoit avec une virulence dans la sanction qui n'est pas compatible avec les exigences de développement. Néanmoins, il a pu réaliser quelques infrastructures. Évidemment, quand on passe... Beaucoup de Béninois disent qu'il est le champion de tous les présidents que le Bénin a connus. Il est le champion à avoir changé le visage du pays. C'est ces louanges qui ont plombé le bilan du président Yahi. Je pense que le meilleur service qu'on puisse rendre à un dirigeant, c'est de rester circonspect et critique, plutôt que de vanter ce que l'homme n'a pas fait. 10 ans à la tête d'un État, ce serait pathétique que rien ne soit réalisé. Il y a un service minimum. Oui, mais je pense que l'espoir suscité par le plébiscite du président Yahi en 2006 n'a pas été concrétisé. Je pense qu'on est resté dans l'à peu près, on est resté dans le triomphalisme et on n'a pas fait avancer ce pays qui reste l'un des plus pauvres du monde, qui reste un grand potentiel qui peut être optimisé et qui malheureusement n'avance pas en raison de facteurs liés à la politique politicienne, en raison de facteurs liés à l'émotion qui gagne très rapidement le cœur et l'esprit des Béninois. Alors justement, ce populisme qui cache peut-être le travail qui a été abattu, on sait quand même qu'il est à la base des microfinances. Il aurait quand même investi beaucoup d'efforts dans ce domaine, en dehors des infrastructures. Il a aidé beaucoup les femmes. Il a investi dans l'éducation, la gratuité de l'enseignement, de la santé. Quand même, il a fait quelque chose. Je pense que si la politique voulue par un leader que vous-même avez qualifié de populiste n'a pas été perçue, n'est pas visible et a été sanctionnée, et comme ça a été le cas lors des dernières élections, c'est bien qu'il n'y a pas de résultat probant. Je pense que notre pays attendait autre chose qu'une politique populiste. Notre pays a des défis auxquels il aurait dû faire face depuis des décennies et que nos dirigeants n'arrivent pratiquement pas à percevoir ou à booster. Je pense que le bilan du président Yahi n'est pas un bilan honorable. François Gongo, est-ce que vous ne pensez pas que Maître Alain voilà un peu sévère dans sa note attribuée au président Boni Yahi sortant? Deux époques. Les 5 premières années, nous avons constaté que l'espoir suscité par l'arrivée du président Boni Yahi face à la démission, face à la débâcle de la classe politique, cet espoir s'est retrouvé un peu maintenu, poussé par la volonté du chef de l'État de faire les choses autrement. On se rappelle de cette fameuse marche contre la corruption. On se rappelle également de la volonté du chef de l'État de mener la BAC à bon port. Les premières années ont été les années d'espoir, ont été les années des grands chantiers, nous l'avions constaté. Mais très vite, nous avons vu cette volonté d'amener les Béninois vers le bonheur équitable, comme il aime si bien le dire, s'est retrouvé émoussé par l'intrusion du religieux, par l'invite forcé de l'ethnie, j'allais dire, et du clan dans la gestion du pouvoir d'État, et toutes choses qui, par ailleurs, ont plombé la volonté du chef de l'État. Ajoutez à cela cette guéguerre que le chef de l'État a enclenchée très tôt contre son ami d'hier, qui est devenu ipso facto son ennemi et de surcroît son successeur. Et cela a amené le chef de l'État durant 4 ans à avoir les yeux rivés sur cet ennemi lointain qui aurait des satellites à l'intérieur du pays et qui manipulerait à dessein les politiques à travers les députés, à travers la société civile. Il a eu le temps de le dire. Et en somme, nous en sommes à quelques réalisations sur le plan infrastructurel, mais à un démantèlement de la classe politique, à un bâillonnement des institutions de la République, à une poltronisation de la société civile et du mouvement syndical. Et finalement, nous avons dans la balance un bilan cataclysmique du chef de l'État qui aurait eu un répondant. Vous n'êtes pas trop sévère. Non, je pense que j'ai fait la part. J'ai fait la part. J'ai fait la part des choses. J'ai fait la part des choses. Des réalisations physiques. Sur le plan politique. Oui. Non, sur le plan politique. Sur le plan politique, il y a une instrumentalisation des institutions, démantèlement de la classe politique, et il y a le corpus social qui s'est retrouvé meurtri. On se rappelle de cette marche qui avait été matée et dans le sang. On a vu des responsables, des syndicalistes se retrouver sur le lit ensanglanté. Une image dont le Bénin pourrait se passer. Nous avons vu un chef de l'État, à un moment donné, qui s'est retrouvé déifié ou, dans sa recherche effrénée de populisme, n'a pas su faire la part des choses entre le président démocratiquement élu
et les élans de timonier qui s'est donné à des moments donnés. Et je crois que le chef de l'État, le président Boni Yayi, aurait été de triste mémoire pour les Béninois jusqu'à 0 heure aujourd'hui. Nous devons à la réalité de reconnaître que même s'il y a quelques chantiers qui a été ouvert, il y a beaucoup plus d'éléphants blancs que de réalisations concrètes. Ce qui est sûr, le nouveau régime fera certainement le bilan. Nous allons tourner à présent la page Boni Yayi et Médéri François Gongo, le nouveau président Patrice Talon, vous le connaissez certainement, de l'exil à la présidence. Il promet la restauration de l'excellence et la relance de l'économie dans son discours d'investiture. Au-delà des discours, à votre avis, quels devront être les premiers défis pour le nouvel homme fort béninois, au plan institutionnel d'abord? Le timbre, le débit du discours d'investiture donne l'allure de la gouvernance. L'unique mandat de 5 ans du chef de l'État devrait être beaucoup plus parcouru des réformes institutionnelles. Et ceci se retrouve être le levier important de son action et de ses promesses en période électorale. Nous l'avons trouvé aujourd'hui déterminé. Nous avons retrouvé en un homme pas de la suffisance, mais de l'affirmation de l'autorité. Nous aurions aimé que l'autorité soit affirmée. Nous aurions aimé qu'au-delà des réformes institutionnelles pour recadrer un peu les pouvoirs, pour resituer un peu les responsabilités dans une république qui en a fort besoin, nous aurions aimé que la vengeance dont nous nous avions parlé ne prenne pas le pas sur la détermination affichée d'un chef d'État qui est porté au pouvoir au premier tour par 2,3 Béninois sur 10 au niveau des électeurs. Il n'est pas venu pour se venger. Donc non, là, vrai. ce ne sera certainement pas la priorité. Il va s'attaquer aux réformes comme il l'a promis. Les réformes institutionnelles, c'est vrai que... À commencer par la révision de la Constitution. S'il a 5 ans à faire au pouvoir, c'est qu'il n'aura pas de temps à perdre. Et il parle des réformes institutionnelles. La plupart de ces lieutenants ont parlé de cela également. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà des réformes institutionnelles, il a été rejoint. Il n'a eu que 23% au premier tour. Je me plais à le dire, mais on ne l'accepte pas. Ce n'est pas le nouveau départ seul qui a gagné. C'est gagnons ensemble, c'est une nouvelle conscience, c'est le Bénin triomphant, c'est tous ceux-là qui sont arrivés vers lui croire un seul instant que ce n'est que le projet de société du président, du candidat Patrice Talon qui a gagné ces élections, qui a reçu l'assentiment des Béninois, c'est fait une grosse erreur d'appréciation. Et c'est commencer par donner trop de pouvoir légitime à un président légalement établi qui pourrait l'amener très tôt à perdre de vue les objectifs qu'il devrait atteindre par rapport aux desiderata de tous ceux-là qui l'ont rejoint. Oui, mais la réforme de la Constitution institutionnelle, c'est partagé par beaucoup de Béninois. Même le président Béninois sortant voulait le faire. Évidemment. On aura la révision de la Constitution parce que la Constitution béninoise, comme toutes autres constitutions, par ailleurs de par le monde, montre les limites au fur et à mesure que l'on avance dans le processus de développement de la nation. La révision de la Constitution est contenue dans la Constitution elle-même. Et n'eût été cette volonté de vouloir tripatouiller la Constitution pour éventuellement revenir ou se maintenir candidat pour un troisième mandat, on allait accepter que le chef de l'État, qui vient de finir son mandat, aille à cette révision. Mais aujourd'hui, je crois bel et bien que nous devons, dans les mois à venir, aller vers un référendum, puisque l'évidence nous montre que difficilement la majorité ne sera pas acquise au niveau du Parlement pour aller à la révision au niveau du Parlement. Même pour aller au référendum, il faut passer par le Parlement. Mais le problème ne se posera pas. Il réussira. Il réussira à obtenir la majorité. Je passe sous le contrôle du juriste émérite que j'ai devant moi. Et je crois bel et bien que les réformes institutionnelles, oui, mais il faut donner à manger au peuple également. Pour l'instant, les gens ont faim. Alors, Maître Alain Oula, les réformes institutionnelles, cela semble être la priorité pour le nouveau président béninois. Et malheureusement, c'est une fausse priorité. Parce Vous que pensez si les institutions ne travaillent pas, on ne peut pas avoir à manger. Les institutions ont fonctionné de 90 à aujourd'hui. Il faut réviser maintenant. Elles sont perfectibles. L'urgence n'est pas à la réforme institutionnelle. Et je dois vous dire qu'à moins de forcer le passage, de telles réformes nécessitent une réflexion au fond, un débat, une pédagogie, l'association de toutes les composantes de la société. Depuis plus de 10 ans, on en parle depuis plus de 10 ans. Il faut réviser la Constitution. Et il faut décharger un peu le chef de l'État qui est trop puissant. C'est cela qui nous met en retard. L'urgence, c'est l'hôpital. L'urgence, c'est de donner à manger. On l'a toujours dit, depuis 1960, on donne à manger. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on apprenne aujourd'hui, qu'on mette en place les institutions pour pouvoir canaliser l'alimentaire? Les institutions n'ont pas besoin, en urgence, d'être réformées. Tout est perfectible. Mais la priorité n'est pas là. La priorité, c'est d'éviter que le CNHU ne continue
à rester le mouroir. La priorité, c'est de faire en sorte que le Béninois puisse au moins avoir un repas par jour. La priorité, c'est à l'assainissement. Les réformes, elles sont une exigence. Mais si vous voulez faire de vraies réformes, il faut un débat apaisé, une discussion, une pédagogie et un consensus. En 5 ans, c'est impossible, à moins qu'on veuille forcer le passage. Alors, donc, et vous le voyez. Alors, donc, à votre avis, les priorités doivent être beaucoup plus sur le plan de l'énergie, de l'économie, de l'agriculture. C'est d'abord une question de survie. Nous avons des institutions défaillantes, mais ce qui est plus défaillant, c'est l'homme béninois. Nous ne respectons pas les textes et vous ne pouvez pas... Vous voyez, ces réformes sont encore une réaction épidermique parce que nous avons eu un président hyperactif qui a usé et abusé de ses prérogatives, mais avec la complicité de toute la classe politique et de tous les présidents des institutions. On pense que la réaction, c'est de réformer. Mais vous aurez les mêmes travers. Oui, pour leur donner plus d'indépendance. Ce qui est plus important, mais tout le monde est indépendant. C'est des institutions qui pensent qu'il est nécessaire de faire allégeance. Et que cela ne permet plus au président de la République d'avoir un impact sur le président de l'Assemblée, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la HAC, par exemple. Non, non, je suis désolé. Chacun sera vraiment indépendant. Vous vous rendez compte que le président de la HAC, aujourd'hui, est nommé par le président de la République. Il n'est pas obligé de faire ce qu'on lui dit. Quand vous nommez un cadre et que vous lui demandez de faire le mouton, s'il fait le mouton, c'est son problème. Il y a des gens dans ce pays qui refusent de courber les chines. Mais si vous avez des responsables politiques ou à divers niveaux qui pensent que leur promotion est nécessairement dans la proximité avec le chef et qui n'ont pas à cœur les intérêts du pays, l'intérêt général, ce n'est pas la faute aux institutions. Vous pouvez changer les règles comme vous voudrez, tant que nous n'aurons pas des responsables de type nouveau et donc des Béninois de type nouveau, la question demeure. Comment avoir ces Béninois de type nouveau? Ben écoutez, il faut savoir piocher, pas toujours les mêmes. Vous avez vu la coalition de la rupture. Je salue l'élection du président, mais je suis circonspect, j'ai des doutes parce que c'est les mêmes qui ont conduit le président Yahya Boni à la catastrophe. C'est une question de mentalité, de méthode. Quand vous avez un chef qui a la conscience et l'esprit de responsabilité pour laisser chaque institution jouer sa partition, il n'y a pas de difficulté. Tout rentre dans l'ordre. Je ne dis pas que les réformes ne s'imposent pas, mais ce n'est pas l'urgence, ce n'est pas la réforme qui va donner à manger au peuple béninois. Peut-être que le nouveau président aura engagé toutes les réformes sur tous les plans. On aura l'économique à part et on aura aussi l'institutionnel. Je vous dis très franchement. Vous préférez l'économique d'abord? Je ne préfère pas. C'est lui qui est élu avec une équipe. On pense que c'est ça. En tant que citoyen béninois, en tant que citoyen et en tant qu'observateur très attentif, une réforme que l'on pense obligatoire pour sanctionner les dérapages d'un individu, le président Boni Yahi, ce n'est pas ça la réforme. La réforme, c'est le temps. La réforme, c'est le débat. La réforme, c'est le consensus. La réforme, c'est l'explication. Donc, en 5 ans, vous ne pouvez pas le faire. Ça c'est évident. Ça peut se faire si tous les Béninois sont d'accord. Mais bien sûr, ça peut se comprendre facilement. Il faut les mettre d'accord. Vous avez parlé des urgences et des priorités. L'urgence, c'est de régler le problème de l'énergie. L'urgence, c'est de régler et de trouver un plan d'urgence à l'hôpital, c'est de trouver un plan d'urgence à l'école qui est totalement délabré, c'est de renouer le tissu social et refaire la cohésion. Donner confiance aux Béninois, c'est de lutter de manière implacable contre la corruption, l'impunité et la malgouvernance qui ont caractérisé notre pays, c'est de lutter contre la politisation à outrance de notre administration qui n'a pas les moyens d'être efficiente, c'est de remettre de la justice sociale dans ce Bénin où il ne faut plus que nous ayons une république de copains ou de coquins, mais de privilégier effectivement les compétences où qu'elles se trouvent, sans question d'origine, de couleur ou d'accointance avec le régime en place. Je pense que c'est les priorités et les seules manières d'aller vers des réformes dans un cadre consensuel et apaisé. Les jours à venir, nous le dirons. Médéric François Gongo, le président Boni Yahi fut incontestablement un président qui a lancé beaucoup de constructions d'infrastructures, mais malheureusement, on a eu beaucoup d'infrastructures restées inachevées, de même qu'une série d'affaires et de scandales que le régime de faim a connues. À votre avis, quelle suite pourrons-nous attendre de ces différentes affaires sous le nouveau régime? De toute façon, on parle de ce qu'il n'y aurait pas chasse aux sorcières, mais cela ne saurait augurer de ce que l'impunité serait toujours de règle. Et je pense que les affaires, nous les connaissons, vous et moi, les populations les connaissent à satiété, et je crois qu'il va falloir très vite accélérer les processus pour que ceux qui ont
utiliser dans une logique d'insolence et d'arrogance notoire les ressources de l'État à des fins inavouées en répondent. Il va falloir que très vite, les concours de la honte, qu'on essaie d'aller en profondeur de ces concours pour savoir qui a fait quoi, quand, où et pourquoi. Au-delà de ce que... Ce sont des Béninois qui sont admis à ces concours. Non, c'est pas parce que ce sont des Béninois qui sont admis à des concours frauduleusement. Ce sont des Béninois dans l'administration qui ont organisé ces concours. Évidemment. On ne va pas vider toute l'administration. Évidemment. Oui, on ne va pas vider l'administration, c'est vrai, mais en remettant le mérite au cœur de l'action gouvernementale, en remettant la promotion des compétences au cœur de l'action gouvernementale, c'est qu'on essaierait de donner quelques lueurs d'espoir au peuple béninois et on mettrait au peu que cela se soit, on mettrait l'administration au pas. Parce qu'au niveau de l'administration aujourd'hui, nous avons quoi au niveau de l'administration publique du Bénin? Nous avons des cadres qui se retrouvent au niveau de l'administration à travers des concours frauduleux depuis et toujours, qui ont des faux diplômes qu'on publie dans tous les journaux, mais qui ne sont jamais sanctionnés, qui sont promus, qui dirigent. Oui. Nous avons des cadres B qui dirigent des cadres A1, A7. Le tableau que vous présentez est inquiétant. Il n'y a pas que ça dans l'administration, il y a du mérite également dans le mérite dans l'administration. Il y a des cadres compétents quand même. Excusez-moi de peu. Lorsque on ne voit que des oasis dans des déserts, on ne voit que des personnes isolées. Ce sont ces médiocres-là qui se font voir, qui font beaucoup de publicité. Il y a plus de médiocres, il y a plus de cancres dans l'administration aujourd'hui. Là, je pèse mes mots. Vous êtes un peu parce sévère. qu'on a comme l'impression, j'en viens rapidement parce qu'il faut qu'on évolue dans le débat, on a comme l'impression que l'administration est le refuge des personnes qui n'ont jamais pu donner la preuve de leurs compétences ailleurs. On a comme l'impression que l'administration béninoise, et les preuves sont là à foison, on a comme l'impression que l'administration béninoise est la propriété privée des personnes d'une région donnée, d'une ethnie donnée, et qui ont des faciès données. On a comme l'impression qu'il y a certaines catégories de Béninois qui prennent en otage l'administration publique, la douane, les impôts, le trésor, qui se sucrent abondamment, pendant que d'autres sont condamnés à chercher l'argent, à souffrir et à risquer quotidiennement. Un Bénin comme ça doit être corrigé très vite. Et je crois que c'est l'une des priorités du président Patrice Talon. Il a bel et bien dit tout à l'heure, il a répété, il a parlé de la justice sociale. Il a parlé de la justice sociale, il a parlé des concours frauduleux. Mais pour revenir à l'affaire de la révision de la Constitution par rapport aux révisions institutionnelles, je crois que ce sont beaucoup plus les lois organiques des institutions qu'on pourrait beaucoup plus réadapter aux réalités. Et ça, on n'a pas besoin de faire trop de tapage. Pour réadapter, par exemple, la loi organique de la HAC, de manière à limiter le pouvoir du président, de manière à ramener la HAC à être l'affaire des journalistes, pour revoir la loi organique de la Cour constitutionnelle et de toutes les autres institutions, de manière à ce que le président ne soit plus omnipotent, omniprésent et omniscient. Je pense qu'il n'y a pas à mener, à prendre ça comme une grande priorité. La priorité aujourd'hui pour le Béninois, c'est de démontrer à chaque Béninois qu'il doit se sentir béninois à part entière, à travers les concours, à travers les marchés publics. Et là, je crois bien que le président Patrice Talon est bien un spécialiste des marchés publics. Et lorsque je vois autour de lui des personnes qui ne se cachent pas pour dire « maintenant c'est notre tour », je me demande si demain sera meilleur qu'hier. Je me demande si les règles... Je vous en prie, nous avons l'obligation morale, intellectuelle devant le peuple béninois, devant le peuple africain, de ne pas faire dans la dentelle pour, comme le disait Londres Albert, mettre le couteau dans la plaie jusqu'à ce que cela le saigne. C'est notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas de cajoler le chef de l'État. Si je suis d'accord avec vous. Si tant est que lui-même, il a dit que c'est le mérite qui gagnera. Tout à fait. Ce n'est pas parce que nous, Médéric François Gongo, fondés de Actu Express, nous allons prendre fait et cause pour lui dire ça ne va pas, qu'on va nous écarter des contrats de l'administration publique. Je crois bel et bien qu'on rétribuera chacun au prorata de ses mérites. Et c'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui. Et s'il peut le faire, il doit le faire. Parce que l'image qu'on a essayé de donner de lui ces 4 dernières années, de voyou, excusez-moi du peu, de l'homme qui truande, excusez-moi du peu, tout ce qu'on a dit de lui pendant la campagne électorale, il va falloir qu'il démontre, qu'il se dépatisse des copains, des coquins, du clan, de la famille qu'on voit tout le temps autour de lui, et cela agace. Il faut qu'il se départisse des courtisans. Il faut qu'il se départisse de certains qui se disent déjà c'est nous qui avions fait, vous n'avez rien fait. Ce n'est pas cela le débat. C'est la rupture qui a gagné. Et c'est 65% des Béninois qui lui ont accordé. C'est une nouvelle manière de faire. Et c'est les 35% que représentait le président, le candidat, Lionel Zissou, qui l'a félicité, ou qui ont pris les 35%,
à travers les 35% que le Premier ministre Lionel Zissou a décidé, passer outre, selon les informations, certaines injonctions pour le féliciter, pour sauver la démocratie. De toutes les manières, Patrice Talon est le président de tous les Béninois et je pense qu'il doit tenir compte de cet aspect. Maître Alain Ouroula, alors les scandales, est-ce que ces scandales vont rester sans suite? Vous pensez que fera le nouveau régime de ces casseroles laissées par l'ancien régime? Je ne sais pas ce que fera le nouveau régime, mais l'idéal serait que l'on ouvre, à part ceux qui sont relatifs au secret d'État, que l'on ouvre les dossiers de droit commun et que les responsabilités soient situées, mais de manière rationnelle, pas passionnelle. Et quand je vois ceux qui entourent le président nouvellement élu et qui a prêté serment aujourd'hui, qui sont des va-t-en-guerre, qui sont des revanchards, qui tiennent un discours belliqueux, un discours de revanche, je suis inquiet. Et c'est pour cela il faut voir plutôt le président. Est-ce que c'est son alentour qu'il faut voir? Écoutez, parce qu'on sait que lui-même, il est très fort dans sa tête. Son discours d'investiture a montré la ligne directrice. Il veut restaurer l'autorité de l'État. Mais ça, écoutez, avez-vous jamais vu un discours d'investiture qui ne soit pas salué? L'enfer est pavé de bonnes intentions. La vraie question, c'est de savoir qui va mener ces actions et par quelle méthode. Et quand je vois qui voudrait mener, c'est-à-dire une combinaison de politiciens qui sont là juste pour la satisfaction de leurs intérêts personnels, un entourage qui plastronne, qui bombe le torse et qui dit « c'est nous maintenant, on va diriger », ce n'est pas rassurant. Je suis en train de voir les mêmes symptômes que ceux de 2006 et que le peuple n'a pas su voir. Le peuple salue, le peuple est content de la veste du président, le peuple est content de la Porsche, de la Bentley, mais le peuple ne voit pas ce qui se passe. Donc, ces scandales ne peuvent pas être impunis. Ils doivent être examinés, analysés et que la justice, dans un esprit de souveraineté, d'indépendance et de rationalité, fasse son travail sans volonté d'humilier qui que ce soit. Mais l'impunité, c'est à tous les niveaux. Là où j'ai des doutes, c'est que nul n'est à l'abri, comme toujours, de part et d'autre. Les gens sont visés par des scandales, sont visés par des procédures. D'où mon inquiétude sur la légitimité des uns à ouvrir des chantiers certains dossiers judiciaires. Donc vous pensez que ça va être un peu difficile à un moment donné. N'ayons pas peur des mots. Notre président actuel est dans son statut présidentiel, donc on ne peut plus tellement en parler. Mais le candidat était impliqué dans un certain nombre d'affaires, je ne dis pas forcément à son préjudice ou à son détriment. Donc, est-ce que ceci permet... Certainement, ces dossiers seront mis en attente. Je ne sais pas. Alors, parlons justement de ces gens d'embarras. Je ne sais pas. Il est un opérateur économique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il sera embarrassé dans des dossiers où il sera amené à défendre les intérêts de l'État face aux intérêts de ses anciens collègues hommes d'affaires? L'embarras est évident, et c'est ce que nous signalions pendant la campagne qui est terminée. Pour diriger le pays, je n'ai pas de doute sur la hauteur d'esprit que le président acquiert. Mais il y a des conflits d'intérêts, il y a des conflits potentiels d'intérêts, et là, dans ce cas d'espèce, il y a des conflits avérés. Alors, est-ce que le président de la République aura toute la marge de manœuvre nécessaire pour se mettre en dehors de ces procédures, pour se mettre en dehors de l'orientation? C'est une grosse interrogation. Mais c'est une grosse interrogation et je voudrais que les spécialistes se penchent sur la question. Le président est bien entouré, il est entouré de pas mal de mes confrères qui font l'actualité. Mais quand je les vois, ils sont plus dans une démarche politique, dans une démarche de conquête, plus que dans une démarche d'honnêteté intellectuelle qui conduirait à faire une catégorie et une systématisation de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit pas faire. Le président aura certainement des conseils et qui vont pouvoir le guider. Mais François Gongo, si vous pensez qu'on aura des situations de conflit d'intérêts? Cela est d'une évidence de cristal, parce que l'évidence nous prouve également, si je ne me répète, qu'il y a déjà beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires qui mettent en cause l'État béninois et le président de la République. Moi, je me demande comment est-ce que les choses vont se passer. Je me demande comment... Au moment où il était candidat, il a pris l'engagement de ne pas réclamer... Ce sont des engagements de campagne
Je pense qu'à l'épreuve des événements, c'est très clair et net que nous aurons des difficultés dans les appréciations et dans les jours à venir. J'espère bel et bien que Sika ne nous fermerait pas les portes. Non, lorsque nous aurons de la matière, je vous rassure que Sika est une chaîne panafricaine. Évidemment, évidemment. C'est là notre fierté. Je crois que dans le cas de figure, les affaires qui ont cours, le président de la République a tout intérêt à laisser les choses se dérouler comme il l'a bien promis. Il l'a bien dit tout à l'heure, l'indépendance totale de la justice. La remise au cœur de l'action gouvernementale, de la compétence et du mérite. Et s'il a parlé ainsi, avec détermination, avec fougue et vigueur, nous aurions aimé croire qu'il ne va pas, une fois installé, commencer par donner des instructions. Lorsque demain, on va ouvrir par exemple la boîte à Pandore sur le dossier de la mécanisation de l'agriculture, et nous savons, là, à ce niveau, qu'un de ses proches aurait eu des actions dans ce débat, et que nous savons qu'en plus du député que l'on nous cite à sa société, que l'un des principaux fournisseurs de ces machines qui se sont avérés être après avec des camelotes, que c'est l'un de ses proches, et celui-là avec qui il aurait été en exil. Je crois bel et bien que nous ne nous reprochons absolument plus rien après avoir épugé ce pourquoi nous avions été au devant de la scène. Nous pensons aujourd'hui que chaque Béninois doit accepter, se mirer. Chaque Béninois, qu'ils soient de ceux-là qui ont voté pour le candidat Patrice Talon, de ceux-là qui ont voté pour la rupture, qui ont combattu le meilleur combat, pour qu'on ne nous amène pas le règne de l'insolence, pour qu'on ne nous ramène pas le règne de l'arrogance, pour qu'on ne nous amène pas le règne de l'ethnie. De l'ethnie, nous l'avions eu. Et c'est à cela, à ces carrefours-là, que nous attendons le chef de l'État. Et par rapport aux affaires, je crois que difficilement, on va dissocier le président de la République du citoyen Patrice Talon. Dans les jours à venir, nous aurons de la matière. Pour l'instant, nous ne faisons que des analyses. Les jours à venir, nous donnerons plus de précision. Maître Alain Roula, alors la dernière question pour finir sur ce premier débat. Le nouveau président béninois a encore réaffirmé sa volonté de ne faire qu'un seul mandat. Vous pensez qu'il tiendra parole ou bien il fera comme les chefs d'État africains, c'est en mangeant que l'appétit vient? La jurisprudence est constante en la matière. Quand on y a goûté, on veut difficilement repartir. Donc, je n'attends pas du président qu'il respecte sa parole, mais j'invite le peuple. Il a encore dit tout à l'heure qu'au moment où il prêtait serment. Je suis d'accord. C'est des belles déclarations d'amour, mais moi, je n'attends pas que le président tienne parole. J'attends du peuple béninois qui a montré qu'il est éveillé, qu'il peut être vigilant, de rappeler le président à ses obligations et de lui montrer la porte de sortie à la fin de son mandat. Son seul mandat qu'il dit qu'il va faire. Mais en temps, s'il y a une révision de constitution, ça va être une nouvelle république. Quel que soit le cas de figure. Donc il peut encore revenir pour dire j'ai dit un mandat. Quel que soit le cas de figure, le président s'est engagé à ne faire qu'un seul mandat et je pense que ça a été déterminant dans son élection et dans le ralliement qu'il a accompagné, que la Constitution soit modifiée, que nous soyons dans une 3e ou une 5e République, que le président Talon soit le seul en position d'être élu en 2021, le devoir du peuple béninois, c'est de le lui rappeler. C'est de lui dire, un président qui ne tient pas parole ne peut pas nous amener au progrès. Mais François Gambo, vous le voyez respecter son engagement. Je pense qu'à ce niveau, je compte sur le mouvement citoyen béninois, et le président sortant l'aurait appris à ses dépens, puisqu'il pensait avoir carte blanche. Il pensait qu'on lui avait délivré un chèque à blanc qui pouvait faire comme bon lui semble. Je crois que le président Patrice Talon devrait tenir compte de ce qui s'est passé dans ce passé récent. Il doit savoir que les Béninois vont le surveiller comme du lait sur le feu. C'est vrai qu'il aura 5 ans à faire. C'est vrai également que dans la boulimie du pouvoir, en prenant goût, certains de ses sbires vont l'amener à tenter l'impossible au moment opportun, mais c'est également vrai que nous serons là tant que nous aurons le souffle, tant que nous aurons la possibilité d'opiner à travers les chaînes et à travers nos organes, de lui dire, très cher ami, très cher grand frère, très cher président, vous l'aviez promis, nous vous avons donné notre quitus par rapport à cela, et il va falloir que vous respectiez vos engagements. De toutes les manières, je voudrais vous rassurer, dans son discours d'investiture, il a promis plus de liberté de presse, plus d'indépendance de la justice, maître Alain Roula, donc vous aurez plus de liberté. Médéric François Gongo, le président Talon l'a promis, vous aurez plus de liberté pour critiquer et dire ce qui ne va pas. Madame, monsieur,
Nous n'avons fait donc que accomplir notre part de mission, dire au nouveau président les principaux défis qui l'attendent pour son mandat unique qu'il a promis faire. Ce sera tout, madame, monsieur, pour notre premier sujet de ce jour. Voici un nouveau point de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash d'information. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, est promis à une réélection lors de la présidentielle de vendredi, boycottée par une partie de l'opposition. Quelques 187 000 électeurs sur une population de 875 000 habitants sont appelés à se déplacer dans un des 455 bureaux de vote. Les résultats devraient être annoncés le soir même. Faute de preuves suffisantes, les juges de la Cour pénale internationale ont décidé mardi d'abandonner les poursuites contre le vice-président kenyan William Ruto, un revers de taille pour la procureure après des procédures marquées par des subornations présumées de témoins. Cette décision laisse néanmoins la porte ouverte à de nouvelles poursuites à l'avenir, que ce soit devant la CPI ou une juridiction nationale, a précisé la Cour. L'opposant historique ougandais Kizza Besigye, qui conteste la réélection controversée du président Yoweri Museveni en février, a été interpellé mardi lors de sa première apparition publique depuis la levée vendredi de son assignation à résidence, a-t-on appris de sources policières. L'opposant a indiqué qu'il tentait de se rendre à une prière organisée au siège de son parti. Le débat se poursuit sur Sika. Les Djiboutiens sont appelés aux urnes le vendredi prochain. Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, est candidat à sa propre réélection malgré sa promesse de ne plus se représenter en 2011 et en 2014. Il l'avait dit dans un Djibouti où l'opposition dénonce le non-respect des droits humains et la liberté de la presse. La semaine dernière, un journaliste de la chaîne BBC a même été expulsé du pays où l'opposition n'a cessé de dénoncer le mutisme de la communauté internationale. Sommes-nous à la veille d'une élection sans enjeu au Djibouti? Nous lançons le débat après cette virgule. L'émission se poursuit avec mes invités, Médéric François Gongo du journal Actu Expresso Bénin et Maître Alain Ouroula, avocat au barreau de Cotonou. Maître Alain Ouroula, je reste avec vous. À votre avis, le président Ismaël Omar Guelleh est-il le vrai prototype de chef d'État africain? Un président qui, à 2 reprises, en 2011, il a accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique. En 2014, il a encore réaffirmé qu'il quittait le pouvoir en 2016 et, coup de tonnerre, en mars 2016, il dit que le peuple lui a interdit de partir. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce type de président africain? C'est le prototype même de l'homme politique et c'est le prototype du chef africain qui n'est pas entravé, qui n'est pas arrêté par d'autres forces. Effectivement, sous d'autres cieux, la parole donnée, elle est toujours reçue avec circonspection, mais tout est mis en œuvre pour que cette parole soit respectée. Dans nos pays, les chefs se comportent comme des roitelets, et c'est le cas d'ailleurs de Ismaël Omar Guelleh, qui règne en maître sur ce petit territoire depuis 1999. Depuis 1999, en succédant à son oncle, donc il est le deuxième roi de ce petit État de moins de 850 000 habitants qu'il balade comme il veut. Écoutez, ça ne dérange pas grand monde puisque les affaires continuent. Vous savez que c'est dans ce pays que la plupart des puissances les puissances ont installé leurs bases. Tant qu'elles ne sont pas inquiétées dans ces baux, Ismaël Omar Guelleh peut continuer son petit marché sur ce Djibouti. Au fond, est-ce que son maintien gêne véritablement? Je ne crois pas. Je pense qu'il a encore une certaine autorité. Ça gêne l'opposition, puisqu'on dénonce les répressions. Les droits humains ne sont pas respectés. La liberté de presse n'est pas respectée. Le vrai problème se situe à ce niveau. Je pense que ce n'est pas utile et ce n'est pas judicieux d'encourager Ismaël Omar Guelleh à continuer ses exactions, à faire tirer sur toute forme de contestation. Et c'est là-dessus, effectivement, que le silence de la communauté internationale et surtout des États-Unis, de la France, de la Chine qui se prépare à installer sa base. C'est là-dessus que le silence de ces puissances est coupable. Médéric François Gongo, un président qui ne tient pas sa promesse, il l'a promis 2 fois. À quelques mois de la présidentielle, il dit que le peuple lui interdit de partir. De la manipulation de l'information, les présidents africains de cette caste prennent leur population pour des godillots.
Et je crois que dans le cas de figure, le silence coupable de la communauté internationale qui se retrouve en position stratégique sur le plan militaire dans cette région, la communauté internationale est véritablement interpellée. Pourquoi devrait-on accepter que des présidents comme Gbagbo, comme des présidents comme même Yahi Boni, comme d'autres présidents, partent au terme de leur mandat réglementairement établi par la Constitution? Et pourquoi devrait-on accepter qu'au même moment, il y ait des présidents qui se plaisent à torturer leur population, à foutre au pied, à l'aigrement les règles élémentaires du respect de la liberté de presse, du respect du droit humain, tout simplement. Et là, nous nous demandons si, selon que les nations, selon que les présidents représentent des intérêts de taille pour nos parrains de l'Occident, l'on attaque ou l'on adoucit les règles internationales. Je crois que dans le cas de figure, le président djiboutien doit savoir que même s'il contrôle la situation, parce qu'avec 850 000 habitants, tout comme en Guinée équatoriale et partout ailleurs, nous n'avons pas un très grand nombre d'habitants, nous n'avons pas une société civile vivace, nous n'avons pas une presse qui peut à des moments donnés se soustraire du dictat de manière complète pour aller vers l'opinion libre. Je crois que dans le cas de figure, nous devons souhaiter, et à la suite des démocrates djiboutiens, à la suite des démocrates africains, que le président ouvre le jeu, qu'il tienne parole, qu'il respecte ses propos, entre deux tours, entre deux élections, ou si tel n'est pas le cas, qu'il y ait un mouvement à l'intérieur pour lui faire proprement la fête. C'est vrai que les bases militaires étant là, on va le protéger. Ça va être difficile. Alors voilà, désormais dans ce pays, le mandat présidentiel est devenu illimité. Est-ce qu'il ne risque pas de devenir un président à vie? Eh bien là, il va à l'école de Denis Sassou Nguesso, il va à l'école de Kagame, il va à l'école... que l'autre a tenté, Idriss Déby. Et voilà, bon. Mais si tel est le cas, qu'on accepte alors qu'on est des royautés en Afrique. Simplement. Simplement qu'on est des royautés et qu'on aille vers un système de type parlementaire à la britannique, pour qu'on ait un roi ou à la belge, pour qu'on ait un roi et qu'on permette au Parlement... qui défile, voilà. Les premiers ministres puissent défiler. Voilà, Maître Alain Oula, des mandats illimités désormais dans ce pays. Ismaël Omar Guelleh, un président à vie, certainement. Le président qui refuse d'honorer sa parole, qui déverrouille les mandats, c'est évident que la présomption pour qu'il se maintienne à vie est avérée. Pourvu qu'il respecte son cahier des charges, parce que ce qui m'a amusé, c'est que cette fameuse communauté internationale exige de ce président qu'il y ait au moins un média indépendant. Donc, tant qu'il y aura un média indépendant et un semblant de parti à côté, tout va bien. Est-ce que ce média sera réellement indépendant? Écoutez, les médias peuvent raconter, écoutez, on a tiré sur des gens. La police a tiré sur les populations civiles. Il ne s'est rien passé. On a embrigadé, emprisonné des représentants des droits de l'homme. Il ne s'est rien passé. Ça veut dire que Ismaël Omar Guelleh se sait dans une couche d'impunité. Il a un passeport, il a une carte blanche. Madame, monsieur, c'était donc un nouveau numéro de votre émission Angle de vue qui vient de s'achever. Merci de nous avoir suivis. C'était le décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, nous étions au Bénin où le président, le tout nouveau président Patrice Athanase Guillaume Talon a prêté serment. Nous avions, avec nos invités, essayé de décrypter les priorités qui attendent ce nouveau président. Nous étions également en Djibouti, où l'élection présidentielle est prévue pour le vendredi prochain. Ismaël Omar Guelleh au pouvoir depuis 1999, candidat à sa propre réélection dans un pays où les mandats sont désormais illimités. Est-ce que nous allons avoir désormais un président à vie dans ce pays? C'est une grosse interrogation. Nous ne faisons que notre travail d'analyse de l'actualité sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis sur Sika, la première chaîne panafricaine consacrée exclusivement à l'information sur le continent africain. L'information se poursuit sur notre site internet www.sikatv.info.